Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument de la philosophie, les Méditations de René Descartes. On va se lancer avec lui dans une aventure intellectuelle assez folle, sa quête pour trouver une vérité, une seule, qui soit absolument certaine. Et pour commencer ce voyage, Descartes nous pose une question, une expérience de pensée qui est conçue pour tout faire vaciller. Imaginez une seconde. Et si tout ce qui vous semble réel, le monde autour de nous, notre propre corps, et même des évidences comme les mathématiques, si tout ça n'était qu'une immense illusion, fabriquée par un génie malin et tout-puissant? Face à cette idée vertigineuse, Descartes propose une méthode pour le moins radicale. Avant de pouvoir construire un savoir solide, il faut tout raser, démolir complètement l'édifice de nos anciennes croyances. C'est la première étape qu'on appelle le doute systématique. L'image qu'il utilise est très claire. Il voit toutes ses opinions comme une vieille maison construite sur des fondations douteuses. Essayer de la réparer ne servirait à rien. Non, la seule solution, c'est de la mettre à terre pour reconstruire à neuf sur un terrain parfaitement stable. Pour que l'on comprenne bien sa méthode, il a une autre analogie, celle du panier de pommes. Imaginez un panier rempli de pommes. Si on soupçonne qu'une seule d'entre elles est pourrie, on ne peut pas prendre le risque qu'elle contamine les autres. La seule chose à faire, c'est de vider tout le panier et de vérifier chaque pomme, une par une, avant de la remettre dedans. C'est exactement ce qu'il veut faire avec nos croyances. Alors attention, ce doute, ce n'est pas juste dire « on ne peut rien savoir ». Pas du tout. Pour Descartes, c'est un outil, une méthode pour atteindre la certitude. Et il l'applique en 2 temps, en allant de plus en plus loin. D'abord, il s'attaque à la source la plus commune de nos connaissances, nos sens. Pensez à un rêve que l'on a déjà tous fait, un rêve ultra réaliste. Pendant qu'on est dedans, rien, absolument rien ne nous dit que ce n'est pas la réalité. Eh bien, l'argument de Descartes, c'est que si on ne peut pas faire la différence avec une certitude absolue entre le rêve et l'état de veille, alors nos sens ne sont pas une source fiable de connaissances. Et là, on arrive à l'étape finale du doute la plus extrême. Ok, on peut douter de nos sens, mais les vérités mathématiques, du genre 2 plus 3 égale 5, ça semble inattaquable, non? Eh bien, Descartes va encore plus loin. C'est là qu'il imagine son fameux malin génie. Un démon trompeur assez puissant pour nous faire croire à ces évidences alors qu'elles seraient fausses. À ce stade, plus rien, absolument plus rien ne semble pouvoir être sauvé. Après cette démolition en règle, Descartes est au dehors du gouffre intellectuel. Tout est douteux. Mais c'est précisément de ce doute absolu, du fond de cet abîme, qu'il va faire jaillir sa toute première certitude. La question est donc posée. Ce malin génie, aussi puissant soit-il, peut-il vraiment tout rendre incertain? Est-ce qu'il reste quelque chose, une seule petite vérité, qui pourrait lui résister? La réponse à cette question va littéralement changer le cours de la pensée. Et là, voilà, la fameuse certitude. Je pense, donc je suis. Le raisonnement est d'une simplicité géniale. Même si le malin génie me trompe sur absolument tout, pour être trompé, il faut bien que j'existe. L'acte même de douter est une pensée. Et s'il y a une pensée, il doit forcément y avoir quelque chose qui pense. Je peux douter de tout, sauf du fait que je suis en train de douter. Cette petite phrase, le cogito, devient la fondation solide que Descartes cherchait depuis le début. C'est son point de départ, le rocher sur lequel il va pouvoir enfin commencer à reconstruire tout l'édifice de la connaissance, cette fois-ci sur des bases absolument certaines. Le problème, c'est qu'on n'est pas très avancé. D'accord, j'existe. Mais le malin génie peut toujours me tromper sur tout le reste, sur le monde extérieur. Pour sortir de cette sorte de prison de la pensée, Descartes va avoir besoin d'un garant de confiance. Le cogito prouve que le penseur existe, mais il ne prouve pas que ses pensées sur le monde sont vraies. Il faut construire un pont entre l'esprit et la réalité, un pont solide que le démon ne pourra pas détruire. Pour Descartes, ce pont, c'est Dieu. Le rôle de Dieu, ici, est purement logique. Ce n'est pas un acte de foi. Le raisonnement est le suivant. Si on peut prouver qu'un Dieu souverainement parfait existe, alors cet être par sa nature même de perfection ne peut pas être trompeur. La tromperie est une imperfection. Donc, l'hypothèse du malin génie devient une impossibilité. Et si Dieu n'est pas trompeur, alors on peut faire confiance à nos facultés de raisonnement du moment qu'on les utilise correctement. Et comment prouve-t-il l'existence de Dieu? Eh bien, il dit qu'on a en nous l'idée de perfection. Et cette idée, nous, qui sommes des êtres imparfaits, on n'a pas pu l'inventer. Elle a dû être mise en nous par un être qui est, lui, réellement parfait. C'est, comme il le dit, la signature de l'artisan sur sa création.
Bon, maintenant que le malin génie est hors jeu et que la vérité est garantie par Dieu, Descartes peut enfin commencer à explorer ce qu'il est possible de connaître. Et la première grande conclusion de son voyage, c'est qu'il existe deux réalités, deux substances totalement distinctes. D'un côté, il y a l'esprit, le moi du cogito. Sa seule nature, c'est de penser. Il ne prend pas de place, il n'a pas de dimension, on ne peut pas le couper en morceaux. De l'autre côté, il y a le corps et la matière en général. C'est tout l'inverse. Sa seule nature, c'est d'être étendu dans l'espace. Et donc, il est divisible à l'infini. Ce sont deux mondes qui n'ont, a priori, rien en commun. Cette séparation radicale, c'est ce qu'on appelle le dualisme cartésien. C'est l'une des idées les plus influentes et aussi les plus contestées de toute l'histoire de la philosophie. Elle a tellement marqué notre manière de penser qu'aujourd'hui encore, on se débat avec cette relation entre l'esprit et le corps, que ce soit en neurosciences ou en intelligence artificielle. Voilà, Descartes a maintenant tous ces outils en main. Une certitude de base, l'existence du moi pensant, et une garantie de la vérité, l'existence d'un Dieu non trompeur. Il peut enfin terminer son projet, reconstruire un savoir certain sur le monde qui nous entoure. La reconstruction se fait par étapes logiques. D'abord, le moi, puis Dieu, et enfin le monde. Le raisonnement final est le suivant. Puisque Dieu existe et qu'il n'est pas un trompeur, il ne me laisserait pas croire qu'il existe un monde matériel si ce n'était pas vrai. Donc, nos idées claires et distinctes sur ce monde, comme le fait qu'il est étendu et qu'il obéit à des lois mathématiques, correspondent bien à une réalité extérieure. L'importance de ce projet est immense. En faisant de la raison individuelle la seule et unique fondation de toute connaissance, et en rejetant l'autorité et la tradition, Descartes a véritablement posé les bases de la pensée moderne et a fourni le socle philosophique dont la science naissante avait besoin pour se développer. Mais cette reconstruction nous laisse avec une question absolument fondamentale, qui est peut-être la plus grande faiblesse du système de Descartes. Si l'esprit et le corps sont deux substances si différentes, comment interagissent-ils ? Comment une pensée qui n'est pas matérielle peut-elle faire en sorte que mon bras, lui bien matériel, se lève ? C'est le fameux problème corps-esprit, et des siècles plus tard, il continue de hanter les philosophes.